Je m'appelle Gracie Palmer et je suis une lieutenante de 27 ans dans l'armée des États-Unis. On dit que l'armée vous forge, mais j'ai été forgé en enfer bien avant de porter l'uniforme. Cette nuit-là, sur un tronçon désert de Riley Road, juste à l'extérieur de Fort Liberty, l'enfer m'a retrouvé. Le téléphone a sonné et la voix glaciale de mon beau-père, Richard, s'est fait entendre. Je veux juste parler. Quelques secondes plus tard, un point laser rouge a dansé sur mon volant. Mon entraînement m'a sauvé la vie. J'ai donné un violent coup de volant juste au moment où la première balle transformait mon pare-brise en poussière de diamant, les minuscules éclats me piquant les joues comme du feu. Le deuxième tir a transpercé le capot. La voiture a fait des tonneaux, et une douleur fulgurante a traversé ma poitrine alors que mon propre sang trempait mon uniforme. Avant de m'évanouir, j'ai entendu sa voix résonner dans ma tête, certains problèmes ont juste besoin d'être effacés. Il avait tort. Il ne m'a pas effacé. Il m'a simplement donné ma dernière mission. Dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous pensez qu'aucun soldat ne mérite de tomber dans une embuscade, encore moins dans son propre jardin. Cette histoire est ma déclaration de guerre. Le calme d'une fin de nuit en Caroline du Nord a un son qui lui est propre. C'est le bourdonnement sourd des grillons, le murmure du vent à travers les immenses pins à longues feuilles, et le crissement régulier des pneus sur l'asphalte. Après 3 jours consécutifs d'exercices d'entraînement sur le terrain, ce son était la seule musique dont j'avais besoin. Mon corps était endolori de cette façon satisfaisante qui vous dit que vous avez repoussé vos limites, et mon esprit était merveilleusement vide. J'avais baissé les vitres de ma Honda, laissant l'air frais et humide m'envahir, apportant l'odeur de terre humide et d'aiguilles de pin. À la radio, une voix rocailleuse, qui ressemblait à celle de Chris Stapleton, chantait un cœur brisé et une bouteille de whisky. Une ballade country classique, qui semblait être la bande-son parfaite pour ce rare moment de paix. J'étais à moins de 10 miles de l'entrée principale de Fort Liberty, chez moi, ou du moins ce qui s'en rapprochait le plus depuis des années. Mes projets pour le week-end étaient merveilleusement simples, dormir 12 heures d'affilée, retrouver Maggie pour un brunch dans notre endroit préféré à Fayetteville, et peut-être ne rien faire d'autre. Un week-end normal. C'est tout ce que je voulais. Une tranche de cette vie ordinaire que je m'étais tant battu pour construire. Une vie dictée par mes propres conditions, et non par les règles silencieuses et étouffantes de la maison où j'ai grandi. Mon téléphone a vibré dans la console centrale, son écran illuminant l'habitacle sombre. Le nom affiché sur l'écran a instantanément brisé la paix, Richard. Mon estomac s'est noué. C'était un réflexe conditionné, une tension dans mes tripes que je connaissais depuis mon enfance. Il n'appelait jamais, à moins de vouloir quelque chose. À moins d'avoir une plainte, ou de devoir me rappeler à ma place. Je l'ai laissé sonner, mes jointures blanchissant sur le volant. 4 sonneries. 5. J'aurais dû l'ignorer. Rien de bon ne pouvait sortir de cette conversation, mais un instinct plus profond, plus ancien, l'instinct d'un enfant dressé à répondre, a pris le dessus. J'ai appuyé sur le bouton de mon volant. Que veux-tu, Richard? Ma voix était plate, professionnelle, la voix de la lieutenante Palmer, pas celle d'une belle fille. La sienne était tout l'inverse. Elle était calme, presque mielleuse, un ton d'une placidité terrifiante qu'il n'utilisait que lorsqu'il était sur le point de frapper. Est-ce ainsi qu'on salue son père? Tu n'es pas mon père. Les mots étaient automatiques, un bouclier que je polissais depuis des années. Un petit rire est sorti des haut-parleurs, un bruit qui ressemblait à du gravier qu'on écrase. Toujours aussi défiante. J'appelais juste pour discuter, Gracie. Pour te rappeler quelques petites choses. Il y a eu une pause. Je pouvais presque le voir, assis dans son fauteuil en cuir usé, la maison silencieuse autour de lui. Ma mère bougeant probablement comme un fantôme dans la cuisine, faisant semblant de ne pas entendre. Une fille doit connaître sa place, Gracie. La ligne a été coupée. Mais la menace est restée dans l'air, épaisse et étouffante. Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait. Une vieille angoisse familière a commencé à grimper le long de ma colonne vertébrale. Le sentiment d'être observé. Le sentiment d'un prédateur se rapprochant de sa proie. C'est alors que j'ai vu les phares. Ils sont apparus dans mon rétroviseur. 2 orbes brillants, qui semblaient se matérialiser hors de l'obscurité. Au début, je n'y ai pas prêté attention. C'était une route de campagne, et les pick-up y sont aussi communs que les pins en Caroline du Nord. J'ai maintenu ma vitesse, les yeux fixés sur la route sinueuse devant moi.
Mais les phares sont restés là, parfaitement calés sur mon rythme, beaucoup trop près pour que ce soit confortable. Ils ne m'ont pas dépassé. Ils sont juste restés en retrait, une présence constante et menaçante. J'ai tapoté légèrement sur mes freins, un signal pour qu'ils reculent. Le pick-up derrière moi a fait de même, maintenant sa distance avec une précision glaçante. Mon agacement passager a commencé à se transformer en suspicion. J'ai accéléré un peu, poussant l'aiguille jusqu'à 60. Le moteur du pick-up a rugi en réponse, suivant l'allure sans effort. Ce n'était pas un conducteur pris au hasard. Mon entraînement est passé à la vitesse supérieure, remplaçant toute peur civile par une froide analyse tactique. Mon cœur ne battait pas de panique. C'était un tambourinement régulier, rythmé par l'adrénaline. Je n'étais plus une femme rentrant chez elle. J'étais un officier, dans une situation potentiellement hostile. Mes yeux ont tout balayé, la ligne sombre des arbres, les accotements vides de la route, l'œil unique et fixe du rétroviseur. Le pick-up était une masse sombre, un Ford F-150 ou un Dodge Ram, grand et imposant. Sa calandre remplissait mon rétroviseur, comme les mâchoires d'une grosse bête. Je ne pouvais pas voir le conducteur, seulement l'éclat aveuglant de ses pleins phares. Il m'encerclait, me gardant sur ce tronçon de route isolé. Et puis, je l'ai vu. Un scintillement de mouvement à l'intérieur de ma voiture. Un minuscule cercle parfait de lumière rouge dansant sur mon volant, juste au-dessus de mes jointures. Un viseur laser. Il n'y avait pas de temps pour penser, seulement pour réagir. Mon corps a bougé avant même que mon esprit puisse traiter la terreur. J'ai braqué violemment le volant vers la gauche, jetant la voiture dans un dérapage, juste au moment où la nuit a explosé dans un craquement assourdissant. Mon pare-brise ne s'est pas simplement brisé. Il s'est vaporisé en 1 million de fragments étincelants. Une violente pulvérisation de verre, qui a criblé mon visage et mes bras, chaque minuscule morceau étant une piqûre brûlante. Un autre craquement a résonné, plus proche cette fois. Un point fait de métal a percé le bloc moteur. Le volant a été arraché de mes mains alors que les pneus avant éclataient, et le monde est devenu un flou terrifiant de vert et de noir lorsque la voiture a quitté la route. Il y a eu un moment d'apesanteur, une grâce silencieuse et terrifiante avant l'impact. La voiture a heurté le fossé, et le monde est devenu une symphonie de destruction. Le cri du métal torturé, le claquement explosif des airbags, la chute violente et fracassante alors que la voiture faisait des tonneaux. Une fois, 2 fois, ma tête a percuté la vitre latérale, et mon univers s'est dissous en une pluie d'étoiles chauffées à blanc. La voiture s'est immobilisée sur le toit, le pavillon écrasé contre le sol humide de Caroline du Nord. Le silence. Le seul son était un faible sifflement provenant du moteur en ruine, et le goutte-à-goutte lent et régulier de l'essence liquide, ou peut-être du sang, je ne pouvais pas dire. J'étais suspendu à l'envers, maintenu en place seulement par ma ceinture de sécurité, qui m'entaillait profondément l'épaule. Le goût métallique du sang a rempli ma bouche. Une douleur aiguë et brûlante irradiait de ma poitrine, si intense qu'elle me coupait le souffle. J'ai baissé les yeux. Mon uniforme, mes vêtements vert armé impeccables, étaient tachés d'un cramoisi sombre et humide. À travers les restes brisés de ma fenêtre, j'ai entendu le crissement des pneus sur l'asphalte alors que le pick-up s'éloignait à toute vitesse, son travail vraisemblablement terminé. Il ne s'était même pas arrêté pour vérifier. Aucune hésitation, juste une efficacité froide et brutale. Ma vision se rétrécissait, les bords devenant gris et flous. Ma main, tremblante et inutile, a essayé d'atteindre la radio sur mon épaule. Je devais appeler. Je devais le faire. Une voix a grésillé à travers les parasites de ma propre radio, lointaine et paniquée. « Palmer, vous me recevez ? Lieutenante Palmer, quel est votre statut ? À vous. » C'était le capitaine Foster. Il devait être dans les parages. Le hurlement des sirènes a commencé à monter au loin, un son solitaire déchirant la nuit. J'ai senti des mains sur moi, tirant sur la porte, essayant de me sortir de là. Le visage de Foster est apparu dans la vitre brisée, un masque de sombre détermination. Alors qu'il m'extrayait des décombres, mon monde a commencé à s'estomper vers le noir. Mais juste avant que les ténèbres ne m'emportent, un dernier souvenir a traversé mon esprit, avec une clarté parfaite et terrifiante. C'était il y a quelques mois. J'étais dans le couloir de la maison de ma mère, et je pouvais entendre Richard dans la cuisine, me tournant le dos. Il parlait à ma mère de la même voix calme qu'il avait utilisée au téléphone ce soir-là. « Ce n'est qu'un problème d'affaires, Evelyne, avait-il dit,
et certains problèmes d'affaires ont juste besoin d'être réglés. J'étais le problème. Allongé sur l'herbe mouillée avec Foster penché sur moi, j'ai utilisé la dernière once d'air dans mes poumons. Ma voix était à peine un murmure, un souffle rauque s'échappant de mes lèvres. C'était Richard, ai-je râlé, mes yeux se fixant sur les siens. Il a fait ça. Et puis, plus rien. La première chose que l'on remarque quand on se réveille dans un hôpital, c'est le son. C'est une symphonie à bas niveau de bip provenant de machines distantes, le doux grincement de chaussures à semelles en caoutchouc dans le couloir, et les chuchotements étouffés des infirmières. Vient ensuite l'odeur stérile, antiseptique. Et enfin, la douleur elle-même vous frappe. Pour moi, c'était une douleur sourde, lancinante dans la poitrine, un feu qui s'enflammait à chaque respiration. Mais cette douleur physique n'était que l'écho d'une douleur plus profonde, plus ancienne, que je portais depuis des années. Allongé là, à fixer les dalles du plafond, la perfusion de morphine faisant de son mieux pour en émousser les contours, la douleur dans mes côtes m'a ramené en arrière. Pas à l'épave sur Riley Road, mais à un autre genre de naufrage. Elle m'a ramené à une maison immaculée à 2 étages à Wilmington, en Caroline du Nord. Elle m'a ramené à la maison sans rire. La maison de mon enfance n'était pas un foyer. C'était un poste de commandement. Et le sergent à la retraite Richard il en était l'officier commandant. Il dirigeait notre famille comme un camp d'entraînement, régi par un code rigide et tacite. Le dîner était servi à 18 heures précises. La table était toujours dressée avec une précision militaire, les fourchettes alignées, les serviettes pliées en triangle rigide. Les seuls bruits pendant nos repas étaient les cliquetis rythmés de l'argenterie contre les assiettes en porcelaine. Le rire était une langue étrangère. La conversation était une violation du protocole. L'ordre, disait souvent Richard, de sa voix grave, est le fondement de l'honneur. Je savais, même enfant, que c'était un mensonge. Dans notre maison, l'ordre était le fondement de la peur. Ma mère, Evelyne, était un fantôme dans ce monde silencieux. Elle dérivait de pièce en pièce, ses mouvements petits et discrets, ses yeux se posant constamment sur Richard, anticipant ses humeurs, éteignant de minuscules feux d'imperfection avant même qu'il ne puisse les remarquer. Une miette sur le comptoir, un magazine sur la table basse. C'était de potentielles mines terrestres. Elle était la maîtresse de la désescalade, une gardienne de la paix dans une guerre dont elle et moi seuls savions qu'elle se menait chaque jour. Son silence était son bouclier. Et en protégeant sa propre paix fragile, elle me laissait totalement sans défense. Mon vrai père était un héros, un soldat mort en service avant que je sois assez âgé pour me souvenir de lui. Mon seul lien était une petite boîte poussiéreuse que j'ai trouvée dans le placard de ma mère quand j'avais 16 ans. Elle était remplie de vieilles photographies d'un jeune homme souriant en uniforme, ses yeux pleins d'une vie qui avait été écourtée. J'ai pris une photo format portefeuille de lui seul, l'air fier et fort. Je l'ai calée sur mon bureau, un minuscule sanctuaire secret. C'était mon propre petit acte de rébellion, une revendication d'un passé qui était le mien, et le mien seul. Cela a duré moins d'une journée. Richard l'a trouvé lors de l'une de ses inspections surprises. Il n'a pas crié. Crier aurait été un soulagement. Au lieu de cela, il a ramassé la photographie, la tenant entre son pouce et son index comme si c'était quelque chose de sale. Ses yeux, froids et gris comme un ciel d'hiver, ont croisé les miens. Il n'y a qu'un seul soldat dans cette maison, a-t-il dit, sa voix terrifiante de calme. Et c'est moi. Ne vis pas dans le passé, Gracie. Il a descendu les escaliers jusqu'à la cheminée de la cuisine. Je l'ai suivi, mon cœur martelant mes côtes. Sans rompre le contact visuel, il a jeté la photographie dans les flammes. J'ai regardé les bords se recroqueviller, noircir, et le visage souriant de mon père se dissoudre en une volute de fumée grise. Ce n'était pas seulement cruel, c'était un effacement. C'était la façon de Richard de me dire que je n'avais pas le droit d'avoir une identité qu'il ne contrôlait pas. Le mur final de ma prison a été érigé l'année de mes 17 ans. J'étais une bonne élève. Mes notes étaient ma voie d'évasion. Puis, la lettre est arrivée. Une épaisse enveloppe crème avec l'écusson de l'université de Duke. Il m'invitait à un entretien final pour une bourse d'études complète. Je me souviens l'avoir tenu, tout mon corps tremblant. C'était ça. Une prise en charge totale pour l'une des meilleures universités du pays. Un avenir que je pouvais construire par moi-même, à 100 miles de Wilmington. J'ai caché la lettre sous mon matelas. Un trésor secret. Une promesse d'une vie qui avait des couleurs,
des sons et des rires. Richard, bien sûr, l'a trouvé. Il avait un sixième sens pour l'espoir. Il pouvait le sentir, et devait l'éteindre. Ce soir-là, il m'a appelé dans le salon. « Au garde à vous, Gracie », a-t-il ordonné. Ma mère se tenait près de l'embrasure de la porte, se tordant les mains, le visage pâle. Richard a tenu ma lettre et l'a lue à haute voix, sa voix dégoulinante de sarcasme. Il a savouré chaque mot, transformant ma plus grande réussite en un acte de trahison. Quand il a eu fini, il m'a regardé, un sourire cruel sur les lèvres. « L'université de Duke », a-t-il ricané. « Tu penses être assez intelligente pour y aller ? Tu penses valoir mieux que cette famille ?» Avant que je puisse répondre, il a déchiré la lettre en deux, puis encore en deux. Le bruit du papier déchiré était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue dans cette maison. Il a laissé les morceaux de mon avenir volter sur le sol. « Ta place est ici », a-t-il dit, sa voix un grognement sourd. « Sous ma direction. Tu ne pars pas. » J'ai regardé ma mère, la suppliant des yeux de dire quelque chose, d'être une mère. Elle est juste restée là, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, une prisonnière qui avait rendu les armes depuis longtemps. Son silence était sa plus grande arme. Si vous avez déjà eu un rêve, grand ou petit, que quelqu'un dans votre vie a essayé de détruire juste devant vous, cliquez sur ce bouton j'aime maintenant pour montrer votre soutien à ce combat. Et je veux que vous fassiez encore une chose pour moi. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez juste un mot, le nom de ce rêve. Que ce soit l'université, la musique, les affaires, l'amour, peu importe, créons une longue liste de tous les rêves qu'ils n'ont pas pu tuer. Cette nuit-là, dans ma chambre, je n'ai pas pleuré. Il n'y avait qu'un vaste vide froid en moi. Mais au fil des heures, quelque chose d'autre a commencé à briller dans ce vide. Une minuscule braise ardente de résolution. Il avait gagné la bataille. Mais je ne le laisserai pas gagner la guerre. Le lendemain à l'école, je suis allé au bureau du conseiller d'orientation. Avec les mains fermes d'un soldat préparant son arme, j'ai volé une brochure pour le programme de bourse Roth de l'armée. L'ironie était amère, mais la voix était claire. J'échapperais à un tyran en uniforme en revêtant un moi-même. Je prendrais la chose même qu'il utilisait pour me contrôler ou la discipline, l'ordre, la force et je me l'approprierais. Ce soir-là, j'ai ouvert mon journal. Sur une page blanche, j'ai écrit les mots qui allaient devenir la boussole pour le reste de ma vie, il peut détruire une lettre que j'ai écrite, mais il ne peut pas me détruire. Je partirai. Je serai plus forte que lui. C'était un vœu silencieux, et c'était une promesse que j'avais l'intention de tenir. Le jour de mon départ pour l'entraînement de base a été le premier jour du reste de ma vie. Il n'y a pas eu d'adieu larmoyant, pas de famille fière en voyant sa fille servir. Richard se tenait sur le porche, les bras croisés, un air suffisant sur le visage. Il avait déjà jeté mon sac de sport sur la pelouse. « Le monde va te mâcher et te recracher, Palmer », a-t-il dit, sans même utiliser mon prénom. Ne viens pas ramper jusqu'ici quand ce sera le cas. Ma mère s'est glissée par la porte derrière lui. Elle m'a glissé un billet de 50 € froissé dans la main, ses doigts tremblants. Son étreinte a été rapide, presque frénétique, un oiseau m'effleurant avant de s'envoler. Ce n'était pas une étreinte de soutien. C'était une étreinte de capitulation. Je ne lui ai pas rendu son étreinte. Je me suis simplement retourné, j'ai ramassé mon sac et j'ai marché jusqu'au taxi qui m'attendait sans me retourner. Dans le bus Greyhound vers Fort Jackson, en Caroline du Sud, j'ai regardé disparaître les pins et les centres commerciaux de Wilmington. Je n'ai pas pleuré. Le vide que j'avais ressenti après que Richard ait détruit mon avenir avait été remplacé par une résolution calme et d'acier. Pour la première fois, personne ne m'observait, personne ne jugeait ma posture ou ne guettait le mauvais ton dans ma voix. Il n'y avait que le grondement sourd du bus et l'étendue infinie de l'autoroute américaine. J'étais complètement seul et c'était comme respirer. La dureté tristement célèbre de l'entraînement militaire ne m'effrayait pas. Pour moi, les sergents instructeurs qui hurlaient et les exigences éreintantes étaient une sorte d'enfer structuré et prévisible. Une évasion avec des règles claires, bien loin de la tyrannie chaotique que j'avais laissée derrière moi. L'école des élèves officiers, OCS, a été l'endroit où la véritable forge a commencé. C'était un creuset implacable, conçu pour vous briser et vous reconstruire en tant que leader. Les journées étaient un flou d'entraînement physique qui laissait mes muscles hurlant de douleur. Des nuits blanches à étudier des manuels de terrain et une pression constante. Nous avons appris la navigation terrestre jusqu'à pouvoir lire une carte topographique en dormant,
et nous avons été testés sur le droit militaire jusqu'à ce que les articles soient gravés dans nos cerveaux. C'était brutal, mais c'était juste. Les règles étaient les mêmes pour tout le monde. La partie la plus difficile n'était pas l'épuisement physique ou la tension mentale. C'était la solitude. La distribution du courrier était un rituel quotidien d'espoir et de déchirement. Je regardais les visages des autres candidats s'illuminer. Leurs noms étaient appelés pour recevoir des lettres et des colis envoyés de la maison, remplis de biscuits faits maison, de viande séchée et de photos. De petits morceaux du monde pour lequel ils se battaient. Leur casier était toujours plein. Le mien était toujours vide. Chaque jour, je passais devant mon nom, Palmer G, et je ne voyais rien d'autre que le métal froid et sombre au fond de la boîte. Pas de lettres d'encouragement, pas de colis de collation bon marché, rien. Dans ce petit espace vide, j'ai ressenti tout le poids de mon isolement. J'étais un fantôme, un soldat sans personne pour saluer depuis le rivage. Le point de rupture a eu lieu lors d'une marche de 20 miles avec sac à dos, sous une pluie torrentielle en Géorgie. Nous marchions depuis des heures. Le sac de 45 livres semblait fusionner à ma colonne vertébrale, ses sangles creusant des tranchées à vif dans mes épaules. La pluie plaquait mes cheveux sur mon visage, et chaque pas était une bataille contre la boue épaisse et aspirante. Mes poumons brûlaient, mes jambes étaient comme du plomb. Je prenais du retard. Mon sergent instructeur, un homme dur comme la pierre nommé le sergent Reyes, s'est planté devant moi, sa voix coupant la pluie. « Quel est le problème, Palmer ? Tu ne peux pas suivre ? » Je le savais. « Tu n'es pas assez forte pour ça. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. C'étaient les mots de Richard habillé d'un uniforme différent. « Tu n'es pas assez bonne. Tu n'es pas assez forte. » L'espace d'une seconde, la jeune fille de 17 ans regardant ses rêves se déchirer a failli abandonner. Mon corps voulait abandonner, s'effondrer simplement dans la boue et que tout soit fini. Mais ensuite, quelque chose d'autre s'est allumé dans mon esprit. Un souvenir d'une pause d'études de fin de soirée quelques semaines plus tôt. J'étais tombé sur une conférence TED d'une chercheuse nommée Brené Brown. Je n'avais pas tout compris à l'époque, mais une phrase était restée gravée en moi. Elle avait dit, « La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. » Richard m'avait appris que la force était une coquille dure et impénétrable, qu'il ne fallait jamais montrer de douleur ou admettre la peur. Mais debout là sous la pluie, au bord de l'effondrement, j'ai réalisé qu'il avait tort. La vraie force ne consistait pas à ne pas tomber. Il s'agissait du courage de se relever encore et encore. Il s'agissait d'être assez vulnérable pour ressentir la douleur et continuer à avancer. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé le sergent Reyes droit dans les yeux, j'ai pris une grande et difficile inspiration et j'ai serré la sangle de mon sac. J'ai ajusté mon fusil, planté ma botte dans la boue et j'ai poussé en avant. J'ai terminé cette marche, non pas parce que j'avais peur de lui, mais pour moi-même. Chaque pas était une déclaration silencieuse. Je suis assez forte. Après ce jour-là, quelque chose a changé. Je n'ai pas fait que survivre à l'OCS. J'ai commencé à m'épanouir. La discipline que Richard avait brandie comme une arme, je l'utilisais maintenant comme un outil. J'ai trouvé ma niche dans la logistique, le monde complexe de l'acheminement des fournitures et des personnes là où ils devaient être. J'avais un esprit pour ça, un don pour voir des modèles dans le chaos. J'étais méthodique, efficace et fiable. Lentement, j'ai gagné le respect. Il n'a pas été donné gratuitement. Il a été forgé lors de sessions de planification de fin de nuit, de missions d'entraînement parfaitement exécutées, et dans la compétence discrète de mon travail. Mes pairs ont commencé à venir me voir pour des conseils. Mes officiers supérieurs ont commencé à me donner plus de responsabilités. Pour la première fois de ma vie, on me jugeait uniquement sur ce que je pouvais faire, sur les mérites de mon propre travail acharné. Ce sentiment était enivrant, comme respirer de l'air frais après une vie entière dans une pièce scellée. Les années ont passé. J'ai accepté des affectations à l'étranger, appris de nouvelles langues et vu des parties du monde sur lesquelles je n'avais fait que lire. J'ai été promu premier lieutenant. Le fantôme de la fille de la maison sans rire s'estompait, remplacé par un officier confiant et compétent. Le passé commençait enfin à ressembler à du passé. Puis les ordres sont tombés. J'étais dans mon petit bureau en Allemagne lorsque j'ai ouvert l'enveloppe officielle en papier craft. Mes doigts ont tracé le texte net jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une ligne. Nouveau lieu d'affectation, Fort Liberty, Caroline du Nord. Mon cœur s'est arrêté, juste une seconde. Le destin a un sens de l'humour cruel.
Le seul endroit sur Terre que j'avais fui, l'endroit qui abritait tous mes fantômes, c'était là que l'armée me renvoyait. L'épicentre de ma propre guerre personnelle. Ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir de ma chambre de caserne. J'ai vu l'officier qui me regardait, les lignes nettes de mon uniforme, les barres sur mon col, le regard assuré dans mes yeux. Ce n'était pas la jeune fille de 17 ans effrayée qui avait gribouillé une promesse dans un journal. Je ne suis plus cet enfant, ai-je murmuré à mon reflet. Cette fois, ce sera différent. Mais au fond de moi, sous l'uniforme et les années de confiance durement gagnées, une vrille de peur familière et froide a commencé à s'agiter. Je rentrais chez moi. Dans le brouillard gris flottant de ma demi-conscience, j'ai entendu des voix. Elles étaient étouffées, déformées par les analgésiques et les bourdonnements dans mes oreilles. Mais elles étaient des encres dans l'obscurité. Ce n'étaient pas les voix de mon enfance, ni les ordres froids de Richard, ni les murmures effrayés de ma mère. Celle-ci était différente. Une voix était ferme, assurée, perçant le brouillard avec une autorité tranquille que j'ai reconnue instantanément. C'était le capitaine Drew Foster. « Faites ce qu'il faut », disait-il à un médecin, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Elle est l'une des miennes. L'une des miennes. Les mots ont résonné dans le vide. Pendant toutes mes années dans la maison de Richard, je n'avais jamais été l'une des siennes. J'étais un problème, une déception, un objet à contrôler. Mais ici, brisé et en sang dans un lit d'hôpital, j'étais l'une des siennes. Puis une autre voix, plus proche, plus douce. C'était le sergent Maggie Rowe, ma meilleure amie dans l'unité. Mon roc. Tiens bon, a-t-elle murmuré, sa voix lourde d'émotion. Nous sommes juste là, avec toi. C'étaient des bouées de sauvetage. Dans les moments les plus profonds et les plus terrifiants de ma vie, j'avais toujours été seul. Mais leur voix promettait autre chose. Elles étaient une promesse silencieuse que, cette fois-ci, je ne l'étais pas. Lorsque mes yeux se sont enfin ouverts, la première chose que j'ai vue n'était pas un médecin ou une infirmière. C'était le capitaine Foster, affalé dans la chaise inconfortable pour visiteurs près de mon lit. Sa tête était baissée, ses épaules voûtées par l'épuisement. Il portait toujours le même uniforme de service que la nuit précédente, maintenant maculé de saleté et de ce qui semblait être mon propre sang séché, là où il avait dû aider à me sortir de l'épave. Il était resté là toute la nuit. Mon capitaine, mon commandant. Pas ma mère. Il a dû sentir que je bougeais, car sa tête s'est redressée d'un coup. La fatigue dans ses yeux a été instantanément remplacée par un soulagement profond et écrasant. Il ne m'a pas bombardé de questions sur l'attaque. Il n'a pas demandé de rapport. Il s'est juste levé, a versé un petit gobelet d'eau depuis le pichet en plastique sur la table de chevet, et m'a aidé à en prendre une gorgée. « Reposez-vous, lieutenant », a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. « Je gère les choses à l'unité. Votre seul travail en ce moment est de guérir. » À ce moment-là, il n'était pas le capitaine Foster, mon officier commandant. Il était l'image d'un père dont je n'avais jamais fait que rêver. Un protecteur, pas un geôlier. Sa présence constante était une affirmation silencieuse et puissante que j'étais apprécié, que j'étais en sécurité. C'était un sentiment si étranger, si profondément désiré, qu'il m'a mis les larmes aux yeux. Maggie est venue absolument tous les jours. Elle n'était pas du genre à apporter des fleurs ou des cartes de prompt rétablissement. Maggie était pragmatique. Ses cadeaux étaient des bouées de normalité. Le premier jour, elle a apporté un vieil exemplaire broché d'un thriller que je voulais lire. Le lendemain, une fournée de ses biscuits à l'avoine et aux raisins secs, notoirement mauvais. Ils étaient brûlés en dessous, mais ils avaient le goût de l'amour. Mais son plus beau cadeau, c'était sa présence. Elle s'asseyait pendant des heures, remplissant le silence stérile de la chambre d'hôpital avec des potins sans importance de l'unité, se plaignant du nouveau sergent d'approvisionnement et me racontant des blagues ridiculement mauvaises jusqu'à ce que je lâche un rire douloureux. Elle comprenait que la guérison n'était pas seulement une question de médicaments et de points de suture. Il s'agissait de se rappeler qu'il y avait un monde en dehors de ces quatre murs qui t'attendait, une vie à laquelle tu appartenais toujours. Un après-midi, elle est entrée avec un panier à linge. Les blouses d'hôpital sont déprimantes, a-t-elle annoncé. Elle m'a aidé à m'asseoir et m'a doucement lavé les cheveux dans une bassine, ses mouvements prudents et sûrs. La sensation de ses doigts massant mon cuir chevelu a été l'une des choses les plus tendres que j'ai jamais vécues. Ensuite, elle m'a aidé à enfiler un vieux t-shirt olive délavé d'un de nos anciens déploiements d'unité.
Il était ridiculement grand pour moi, mais il était doux contre ma peau et sentait légèrement la lessive et elle. En souriant, elle a dit, « Maintenant, tu ressembles à nouveau à un soldat. » Ce sont ces petits actes de gentillesse non dits qui ont commencé à soigner les blessures que la balle n'avait pas pu toucher. C'était ce à quoi la famille était censée ressembler. Pas une performance de perfection, mais une présence calme et constante dans le chaos. Quelques jours plus tard, 2 enquêteurs du commandement des enquêtes criminelles de l'armée, CID, sont venus prendre ma déclaration officielle. Ils étaient professionnels, mais je pouvais sentir leur scepticisme irradier à travers la pièce. Un officier décoré affirmant que son propre beau-père, un sous-officier à la retraite respecté, a essayé de la faire tuer. Ça ressemblait au scénario d'un film. Je leur ai tout raconté, ma voix basse mais assurée, mais leur hochement de tête poli et leurs phrases évasives m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas convaincus. Le capitaine Foster était resté silencieusement dans le coin de la pièce pendant tout ce temps. Alors qu'ils rangeaient leurs bloc-notes, se préparant à partir avec leurs doutes à peine voilés, il s'est avancé. « Que les choses soient claires », a-t-il dit, et sa voix avait ce ton tranchant et autoritaire qui obligeait tout le monde à s'arrêter et à écouter. La lieutenante Palmer est l'un des officiers les plus fiables et les plus pondérés sous mon commandement. Son intégrité est irréprochable. Si elle vous dit que quelque chose s'est passé, vous pouvez en être sûr. Vous devriez l'écouter. La posture des enquêteurs a immédiatement changé. Le poids de la parole d'un capitaine, sa défense inébranlable de son subordonné, était une force puissante. Ils sont partis en promettant une enquête complète et approfondie. Après que la porte se soit refermée derrière eux, le capitaine Foster s'est tourné vers moi. Le commandant était parti et le protecteur était de retour. « Je te crois, Gracie », a-t-il dit, en utilisant mon prénom pour la toute première fois. À 100%. Et tu ne traverseras pas ça toute seule. Nous ne laisserons pas faire ça. C'est à ce moment-là que le feu est revenu. La confiance dans ses yeux, la croyance simple et inconditionnelle qu'il m'offrait a été l'étincelle. La peur qui était un œuf froid dans mon estomac depuis des jours a enfin commencé à reculer, remplacée par une colère lente et brûlante. Il me croyait. Maggie me croyait. Ma famille, ma vraie famille, me soutenait. Et avec eux derrière moi, je savais que je pouvais me battre. Les événements de cette nuit sur Riley Road n'ont pas commencé par un viseur laser. Ils ont commencé 3 mois plus tôt par un trajet de retour à la maison. Après avoir reçu mes ordres pour Fort Liberty, j'ai décidé de faire le trajet de 2 heures jusqu'à Wilmington pour voir ma mère. C'était une erreur. Plus je m'approchais, plus l'air semblait lourd, la tension familière s'enroulant dans mon estomac. La maison n'avait pas changé. Elle se dressait exactement comme dans mes souvenirs, d'une propreté immaculée, d'un silence inquiétant et étouffant sous le règne invisible de Richard. Ses photographies étaient partout. Richard dans son uniforme de cérémonie, Richard serrant la main d'un politicien local. Richard tenant un poisson ridiculement gros. C'était un sanctuaire à sa gloire. Il m'a accueilli à la porte, non pas par une étreinte, mais par une poignée de main molle et dédaigneuse. « Eh bien, regarde ce que le chat a rapporté », a-t-il dit, un sourire narquois aux lèvres. « Je suppose que tu en as eu marre de jouer les héros et que tu as décidé de rentrer à la maison. » Ma mère s'est précipitée, m'enlaçant dans une étreinte qui semblait fragile et hésitante. Son corps était raide, et je pouvais sentir le tremblement dans ses mains. Par-dessus mon épaule, ses yeux ont lancé un regard nerveux vers Richard, comme si elle cherchait sa permission pour ce petit acte d'affection. Le geste, censé être accueillant, ressemblait à une performance pour lui faire plaisir. Le dîner a été une masterclass de guerre psychologique. Ma mère avait préparé mon ancien plat préféré, du porc effiloché avec de la salade de choux et du pain de maïs, mais le goût de la cendre remplissait ma bouche. Richard dominait la table, la transformant en sa salle de conférence personnelle. J'ai essayé de parler de mon travail, de mes responsabilités en tant qu'officier logistique. Il m'interrompait, corrigeant mon utilisation de la terminologie militaire avec un petit rire condescendant, comme si j'étais une enfant jouant à se déguiser dans un uniforme que je n'avais pas mérité. Nous appelions ça une base d'opération avancée, pas un emplacement de contingence à mon époque, Gracie, disait-il en se penchant en arrière sur sa chaise. Mais je suppose que l'armée est devenue molle. J'ai serré ma fourchette dans ma main, mes jointures blanchissant. J'ai regardé ma mère pour chercher du soutien, une lueur de défense. N'importe quoi. Mais elle regardait simplement son assiette, déchiquetant méticuleusement un morceau de porc avec sa fourchette.
Le coup de grâce est venu lorsqu'il s'est lancé dans une histoire. Tu sais, a-t-il commencé en me regardant directement. J'ai connu un jour cette femme soldat. Elle se croyait importante, intelligente, ambitieuse, mais elle était trop sensible. Elle ne supportait pas la pression. L'armée n'est pas pour les cœurs fragiles. Il a pris une longue et lente gorgée de son thé glacé, ses yeux ne quittant jamais les miens. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était une attaque directe, une exécution publique de ma carrière, de mes choix, de mon propre caractère. La pièce semblait petite, l'air épais et irrespirable. J'ai soutenu son regard, mes propres yeux froids et fixes, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Je me suis tourné vers ma mère, une prière silencieuse dans les yeux. Dis quelque chose. S'il te plaît. Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste pris son propre verre et a dit, sa voix à peine un murmure, mange ton repas, ma chérie. Ça refroidit. Son silence était plus fort que ses insultes. C'était une trahison si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Dans son refus de me défendre, elle l'avait choisi. Elle avait choisi l'agresseur plutôt que sa propre fille. Plus tard, alors que Richard était allé dans le bureau pour regarder la télévision, je l'ai coincé dans la cuisine alors qu'elle chargeait le lave-vaisselle. « Maman, que se passe-t-il » ai-je demandé, la voix basse. « Tu as l'air à cran. » Elle a évité mon regard, ses mains frottant furieusement une assiette qui était déjà propre. « Tout va bien, Gracie. » Richard a juste été très stressé ces derniers temps. « Quel genre de stress » ai-je insisté. « Les finances. » « Vous allez bien ?» C'était le déclencheur. Son calme s'est effondré. L'assiette a glissé de ses mains et s'est fracassée dans l'évier. Elle s'est appuyée contre le comptoir, ses épaules tremblant alors que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Il a tout perdu, Gracie » a-t-elle murmuré, la voix étranglée par une peur qui datait de plusieurs années. « Tout ? Les investissements ? Ils ont mal tourné. Il a pris une deuxième hypothèque sur la maison. Il ne m'a même rien dit jusqu'à ce que la banque appelle. Je suis resté là, sidéré. La maison parfaite, la vie parfaite. Tout cela n'était qu'un mensonge bâti sur des fondations de dette et de tromperie. Ces mots suivants ont été ceux qui m'a vraiment brisé. Elle m'a regardé alors, les yeux remplis d'une terreur désespérée et suppliante. Il dit qu'il peut arranger ça. Il a un plan. Il dit que tu fais partie du problème, Gracie, parce que tu es tellement indépendante. Parce que tu n'aides jamais. Tu n'aides jamais. L'accusation m'a frappé comme une gifle physique. Non seulement il avait gaspillé leur avenir, mais il l'avait déformé, recadrant mon succès, mon indépendance, les choses mêmes pour lesquelles je m'étais tant battu comme une trahison. Il avait fait de moi la méchante dans une histoire qu'il avait lui-même créée, et ma mère en délivrait le scénario. Avant de partir, alors que je me tenais à la porte d'entrée, ma mère a attrapé mon bras. Sa prise était étonnamment forte, ses jointures blanches. Il y avait un regard sauvage dans ses yeux, une peur brute que je n'avais jamais vue de si près auparavant. « Gracie, promets-moi » a-t-elle dit, sa voix un murmure frénétique. « Promets-moi de faire attention en conduisant pour rentrer à la base. Ne le mets pas plus en colère. S'il te plaît. » Ce n'était pas l'inquiétude d'une mère pour la sécurité de sa fille. C'était un avertissement, un plaidoyer d'une prisonnière à une autre. Elle savait. Elle savait de quoi il était capable. Elle savait à quel point il pouvait être dangereux lorsqu'il se sentait acculé. Et pourtant, elle n'a rien fait. Elle a choisi sa propre paix fragile plutôt que ma sécurité. Elle a choisi de rester dans la cage et a essayé de m'y ramener avec elle. J'ai dégagé mon bras de son emprise et j'ai marché dans l'air frais de la nuit sans un mot de plus. Le trajet de 2 heures pour retourner à Fort Liberty m'a semblé être une évasion. J'étais à mi-chemin, sur un tronçon sombre et vide de la I-40, lorsque mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Richard. Mon entraînement me hurlait de ne pas répondre, mais une curiosité morbide m'a poussé à appuyer sur le bouton. Sa voix était calme, dénuée de toute émotion. C'était le calme d'un prédateur. « Tu conduis trop vite la nuit, Gracie » a-t-il dit, les mots parfaitement posés. « Tu devrais faire plus attention. Considère ceci comme un rappel. » Il a raccroché. Une terreur froide m'a envahi. Le genre de peur primale qui contourne la pensée et va droit à l'os. Mes yeux ont scruté l'obscurité, mes mains se serrant sur le volant.
Quelques minutes plus tard, dans mon rétroviseur, j'ai vu les phares d'un gros camion apparaître loin derrière moi. Et puis un petit point rouge dansant est apparu sur mon tableau de bord. Les jours à l'hôpital se sont confondus dans un cycle monotone de douleurs, de médicaments, de physiothérapie et de regards fixés sur le plafond en dalles insonorisées. La guérison physique était lente, une douleur sourde et constante dans mes côtes et une sensation de tiraillement aigu là où ils avaient recousu mon épaule. Mais la vraie guerre se livrait dans ma tête. Mon téléphone, que l'armée m'avait rendu, a vibré un après-midi. Un SMS provenant d'un numéro inconnu, juste 4 mots, tu aurais dû mourir. Et puis, tout aussi rapidement qu'il était apparu, le message s'est volatilisé, une fonctionnalité de certaines applications de messagerie. Il avait disparu, mais l'empreinte glaçante est restée gravée dans mon esprit. C'était une confirmation. Ce n'était pas un événement isolé né d'une situation financière désespérée. C'était une chasse, et j'étais toujours la proie. Ce sentiment d'être traqué s'est intensifié lorsque les enquêteurs du CID sont revenus. Leur scepticisme poli de la première visite s'était durci en une suspicion professionnelle, presque ennuyée. Ils ont posé les mêmes questions encore, mais cette fois-ci avec un ton différent, insinuant que peut-être le traumatisme avait brouillé mon jugement, que j'avais peut-être mal interprété un acte de violence aveugle. J'avais l'impression de hurler dans une pièce insonorisée, mes mots me revenant en écho, inaudibles. J'étais une lieutenante dans l'armée des États-Unis, un officier décoré, et ils me regardaient comme si j'étais une enfant hystérique. Le sentiment d'impuissance était une couverture épaisse et étouffante. Mais la véritable suffocation a commencé lorsque ma mère est entrée. Elle est venue seule cette fois. Elle portait un petit bouquet d'œillets de supermarché qui semblait aussi fatigué et triste qu'elle. Elle s'est assise sur la chaise qu'avait occupée le capitaine Foster, mais elle ne dégageait pas sa force protectrice. Elle irradiait de peur. Elle a tendu la main et a pris la mienne. Sa peau était froide, son contact moite. Gracie, a-t-elle commencé, sa voix un murmure bas et suppliant. Ma chérie, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai attendu, un nœud d'appréhension se resserrant dans mon estomac. J'ai besoin que tu leur dises que c'était un accident, a-t-elle dit, ses yeux évitant les miens. Un cambriolage qui a mal tourné. Richard subit tellement de pression en ce moment. Ses problèmes financiers, il n'est plus lui-même. Si tu insistes là-dessus, si tu en fais toute une histoire, nous perdrons tout. La maison, la pension, tout. J'ai retiré ma main comme si j'avais été touché par un serpent. L'air a quitté mes poumons dans un halètement vif et douloureux. Perdre tout, ai-je répété, la voix tremblante d'une fureur que je ne me connaissais pas, mère, j'ai failli perdre la vie. Il a essayé de me tuer. Son visage s'est froissé et les larmes sont venues. Les mêmes larmes manipulatrices que j'avais vues 100 fois auparavant. Il n'essayait pas de te tuer. Il essayait juste de te faire peur. En tirant sur ma voiture sur une route sombre, ai-je riposté, ma voix s'élevant. Puis elle l'a fait. Elle a déployé l'arme qu'elle avait toujours gardée en réserve, celle contre laquelle elle savait que j'étais sans défense. Elle s'est penchée en avant, sa voix s'abaissant, épaisse d'une fausse piété. Ton père, ton vrai père. Il ne voudrait pas ça, a-t-elle murmuré, ses mots se tordant comme un couteau dans ma plus ancienne blessure. C'était un homme d'honneur. Il voudrait que tu protèges la famille, pas que tu la détruises. Et juste comme ça, quelque chose s'est brisé en moi. La peur, les années d'obéissance enracinée, l'espoir désespéré et puéril qu'un jour elle pourrait me choisir. Tout s'est dissous, brûlé par une rage blanche, brûlante et immaculée. C'était une fureur si propre et si froide qu'elle ressemblait à la paix. Les tremblements se sont arrêtés. La douleur dans mon épaule s'est estompée en un martèlement sourd. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois, non pas comme ma mère, mais comme la femme qui était restée là à regarder un monstre essayer de m'effacer. Je l'ai vue pour ce qu'elle était, une lâche, s'accrochant aux décombres d'une vie qu'elle avait trop peur de quitter. Ma voix, quand elle est sortie, n'était pas la mienne. Elle était calme, ferme, et totalement dénuée d'émotion. Ne prononce plus jamais, ai-je dit, chaque mot un éclat de glace parfaitement formé, point son nom. Mon père était un héros. Il est mort pour ce pays. L'homme que tu protèges est un lâche qui a essayé de tirer sur sa fille dans le dos. Tu as fait ton choix il y a longtemps, Evelyne. J'ai laissé son nom flotter dans l'air entre nous. Une rupture finale. Maintenant sors. Elle m'a regardé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson,
les larmes gelées sur ses joues. Elle ne m'avait jamais entendu avec cette voix auparavant. Elle a finalement fini par se lever, ses mouvements saccadés et incertains, et a quitté la chambre en titubant, laissant les œillets tristes sur la table. Lorsque la porte s'est refermée avec un déclic, une vague de la libération la plus douloureuse que j'ai jamais connue m'a envahi. Le dernier fil était coupé. J'étais complètement, totalement et finalement seul. Et à ce moment-là, je ne m'étais jamais sentie aussi forte. Je n'étais plus une victime traquée. J'étais un soldat avec une mission. Et si vous êtes dans mon équipe pour la suite, cliquez sur ce bouton « J'aime » et commentez « Que la partie commence » ci-dessous, car le jeu ne faisait que commencer. Quelques heures plus tard, Maggie est venue pour sa visite quotidienne. Les bras chargés de collations de contrebande. Elle a dû voir le changement dans mes yeux immédiatement, car son sourire joyeux a vacillé. Ça va ? Je l'ai regardée, ma meilleure amie, ma vraie famille. Un amour féroce et protecteur pour elle et pour le capitaine Foster a rempli ma poitrine. Ils étaient ma ligne tracée dans le sable. Je vais plus que bien, ai-je dit. Et la voix était toujours là. La nouvelle. Celle qui ne se brisait pas. Maggie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu ailles au PX et que tu me rapportes un carnet et un stylo. Un de ces carnets à couverture rigide verte Rit in the Rhin, du genre qu'on nous distribue sur le terrain. Elle m'a regardé, un lent sourire se dessinant sur son visage. Elle a compris. Ce n'était pas une demande pour un journal intime. C'était une demande de munitions. Ils veulent des preuves, n'est-ce pas, ai-je dit, regardant par la fenêtre de l'hôpital vers la lisière lointaine des arbres. Ils pensent que je ne suis qu'une femme confuse et émotive. Je me suis tourné vers Maggie, un sourire froid aux lèvres. Très bien, commençons un journal de bord. Que la partie commence. Les mots « que la partie commence » n'étaient pas seulement une déclaration. C'était un déplacement des plaques tectoniques de mon existence. Au moment où Maggie a quitté ma chambre d'hôpital, le brouillard de la victimisation s'est dissipé, remplacé par la concentration froide et claire d'un briefing de mission. La douleur était toujours là, un rappel constant et lancinant dans mon épaule et mes côtes. Mais ce n'était plus le centre de mon univers. Ce n'était que des données, un paramètre à gérer. Après avoir obtenu mon congé, mon premier acte officiel a été une réunion avec le capitaine Foster. J'ai formellement demandé un transfert temporaire à une affectation de bureau, invoquant mes limites physiques pendant ma convalescence. Sur le papier, c'était une étape logique pour un officier en congé médical. On m'a assigné un coin tranquille dans le bureau de liaison du renseignement, un endroit où la paperasse allait mourir. C'était parfait. Il voyait un soldat blessé se ménageant. Je voyais une base d'opération avancée. Ma nouvelle arme n'était pas un fusil. C'était un ordinateur fourni par le gouvernement avec un accès réseau sécurisé. Mon champ de bataille n'était pas une route poussiéreuse dans un pays étranger. C'était le vaste paysage numérique des archives publiques, des états financiers et des empreintes en ligne oubliées. Et chaque nuit, après que le dernier officier eut paraphé son dernier rapport, et que les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus des bureaux vides, mon bureau devenait le centre de commandement pour ce que j'avais officiellement consigné dans mon carnet vert comme l'opération Palmer. La peur que j'avais ressentie sur Riley Road avait été transmuée en une concentration pure et absolue. Le chagrin de la trahison de ma mère était canalisé en une énergie méthodique et implacable. J'ai commencé par le fil qu'elle m'avait donné, les problèmes financiers de Richard. Ma formation d'officier logistique était étonnamment applicable. J'étais formé à voir des modèles, à suivre des lignes d'approvisionnement, à comprendre comment les actifs se déplaçaient d'un point à un autre. J'ai appliqué cette même réflexion à la vie de Richard, en utilisant des techniques de renseignement de sources ouvertes, Lausanne, comme nous l'appelions. J'ai commencé à cartographier son réseau financier. J'ai passé des heures à passer au crible les registres de propriété du bureau du greffier du comté de New Hanover. À faire des recoupements avec les sociétés à responsabilité limitée, LLC, qu'il avait créées des années auparavant et à retracer les indices numériques de ces entreprises commerciales ratées. C'était comme planifier un convoi à travers un territoire hostile. Chaque donnée était un point de contrôle, chaque connexion une embuscade potentielle. J'ai découvert un réseau de dettes, de mauvais investissements dans une marina locale et une deuxième hypothèque sur la maison de Wilmington dont ma mère ne savait manifestement rien. Il ne se contentait pas de perdre de l'argent. Il se noyait dans une mer de sa propre arrogance et de ses mauvaises décisions. Le sergent-chef à la retraite respecté était un escroc,
et son image soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Un soir, alors que je lançais un balayage approfondi sur mon ordinateur personnel depuis chez moi, une lueur de suspicion m'a fait faire une pause. Un processus tournait en arrière-plan. Quelque chose que je ne reconnaissais pas, habilement déguisé en utilitaire système. C'était un logiciel espion. Mon sang s'est glacé. Il m'observait. Il m'observait depuis le début. Les appels de contrôle occasionnels, les questions sur mon travail, tout ça, c'était de la surveillance. Mais au lieu de paniquer, un calme froid et calculé m'a envahi. Il pensait avoir le dessus. Il avait tort. À partir de ce moment, mon ordinateur portable personnel est devenu un outil de tromperie. Je l'utilisais pour des recherches banales, recettes de poulet parmesan, avis sur de nouvelles chaussures de course, articles sur les promotions de l'armée. Je le laissais brosser le tableau d'un soldat concentré sur son rétablissement et sa carrière. Pendant ce temps, la véritable enquête se poursuivait sur l'ordinateur gouvernemental sécurisé et blindé dans mon bureau désert. Le chasseur pensait observer sa proie, mais la proie préparait maintenant le piège. Les semaines se sont transformées en un mois. Mon tableau de preuve, un tableau en liège dans mon petit appartement sur la base, grandissait. Je me sentais comme un de ces détectives dans les films, reliant des fils entre les photos et les documents. C'était une représentation tangible de son désespoir. Mais il me manquait toujours la preuve accablante, le lien direct entre sa ruine financière et les balles qui ont transpercé ma voiture. Et puis je l'ai trouvé. Il était presque 3 heures du matin. Mes yeux me brûlaient à force de fixer l'écran, alimenté par du café noir et un entêtement pur. Je fouillais dans une série de relevés bancaires provenant d'un compte secondaire que Richard avait ouvert au nom de ma mère, un compte dont elle n'avait manifestement pas connaissance. Et voilà, un virement bancaire unique effectué une semaine jour pour jour avant l'attaque. 12 000 €. Mon cœur martelait mes côtes. Ce n'était pas le montant qui m'a coupé le souffle. C'était le destinataire. Le transfert a été effectué à une entreprise enregistrée dans le Tennessee, Mercer Security Service. Mes doigts ont volé sur le clavier, ma formation tactique prenant le dessus. Une recherche rapide dans les registres du commerce du Tennessee m'a donné le nom du propriétaire, Clint Mercer. Une autre recherche, cette fois dans une base de données de registres publics, a fait ressortir ses antécédents militaires, ancien tireur d'élite du corps des marines, un vétéran du combat décoré. Et puis la dernière pièce, une décharge déshonorante pour voie de fait grave. C'était ça. Le lien, le tueur à gages. J'ai ressenti une montée d'adrénaline si puissante qu'elle m'a donné le vertige. J'ai méthodiquement téléchargé chaque document, le relevé bancaire, l'enregistrement de l'entreprise, le dossier de service de Mercer, ses papiers de décharge. J'ai tout enregistré sur un disque dur externe crypté, puis j'ai nettoyé les journaux d'accès de mon ordinateur, ne laissant aucune trace. De retour dans mon appartement, les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel de la Caroline du Nord. Je me suis tenu devant mon tableau de preuves. J'ai imprimé une photo granuleuse de Clint Mercer et je l'ai épinglée à côté du visage suffisant et souriant de Richard. Je les ai reliés avec un épais fil de laine rouge. Le tableau était complet. La proie avait le chasseur dans sa ligne de mire. Je n'étais plus la fille qui tressaillait à sa voix. Je n'étais plus la victime en sang sur le bord de la route. J'étais le premier lieutenant Gracie Palmer, et je menais une opération de renseignement. J'ai regardé la photo de l'homme qui avait tourmenté toute ma vie, l'homme qui pensait pouvoir simplement m'effacer. Et j'ai murmuré à la pièce vide, tu aurais dû finir le travail, Richard, car maintenant, c'est moi qui viens te chercher. Le nom de Clint Mercer était un point cardinal. Il donnait à ma mission son vrai nord. Les jours qui ont suivi cette découverte ont été un flou de planification contrôlée et délibérée. J'ai posé 4 jours de congé, disant au capitaine Foster et à Maggie que j'allais rendre visite à un cousin à Nashville. C'était un mensonge plausible, assez proche de la vérité pour être crédible. La vérité était que ma destination était une petite ville non constituée en municipalité juste à l'extérieur de Clarksville, dans le Tennessee, à un jet de pierre des portes de Fort Campbell. Le trajet de 8 heures depuis la Caroline du Nord était une ligne droite vers l'ouest sur l'île 40. Au fur et à mesure que les collines ondulantes des Appalaches cédaient la place aux paysages plus plats et plus larges du Tennessee, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Mon cœur ne battait pas de peur ou de rage. Il battait au rythme lent et régulier d'un soldat en approche vers une cible. Mes mains étaient fermes sur le volant de ma berline banale. Je n'étais pas Gracie Palmer, la victime.
J'étais le premier lieutenant Palmer, exécutant une mission de reconnaissance. J'avais passé des semaines à établir un modèle de vie pour Clint Mercer. C'était une créature d'habitude. Il faisait des petits boulots de sécurité, buvait dans le même bar louche 3 soirs par semaine et vivait dans un parc de caravanes délabré. Le bar était mon objectif. Il s'appelait le Rusted Barrel. Je me suis garé sur le parking en gravier juste après le coucher du soleil. L'endroit était exactement comme on pouvait s'y attendre, un bâtiment bas avec des enseignes de bière au néon clignotant aux fenêtres. L'air à l'intérieur était lourd de l'odeur de la bière éventée, de la vieille fumée de cigarettes et d'un soupçon de désespoir. De la musique country jouait depuis un jukebox dans le coin, le son frêle et triste. J'ai parcouru la pièce des yeux et il était là, assis seul dans un box au fond, sirotant un verre de liquide ambré. Il avait l'air plus vieux que sur sa photo de dossier, son visage marqué par une sorte de lassitude qui ne vient pas d'un manque de sommeil. Mon entraînement a pris le dessus. J'ai commandé un soda club au barman, mes mouvements mesurés et calmes. J'ai marché jusqu'à son box, mais pas silencieux sur le sol collant. Je me suis glissé sur le siège en face de lui. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. J'ai simplement glissé la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti un morceau de papier plié. C'était une copie de mon propre dossier de service militaire. Ma photo, mon grade, mon nom. Je l'ai placé sur la table entre nous. Il a fixé le papier, ses yeux traçant l'entête officielle de l'armée. Puis, il a lentement levé les yeux pour croiser les miens. Il n'y avait aucun choc dans ses yeux, aucune peur, juste une fatigue profonde, qui lui allait jusqu'à l'âme. Une lueur de reconnaissance est apparue, suivie d'un lent hochement de tête résigné. « Premier lieutenant Palmer », a-t-il dit, sa voix étant un râle rocailleux. Je me demandais quand vous me trouveriez. Mon cœur était un tambour contre mes côtes, mais ma voix était ferme. J'avais répété ce moment 1000 fois, mais un seul mot est sorti. Pourquoi? Il a pris une lente gorgée de son whisky, ses yeux ne quittant jamais les miens. Richard Hale, a-t-il commencé. Le nom sonnant comme une obscénité dans la pénombre. Il a dit que vous étiez un problème. Il a dit que vous deveniez trop grande pour vos culottes. Que vous menaciez d'exposer certaines de ses affaires. Il m'a engagé pour vous donner une leçon. Faire ressembler ça à un vol de voiture qui a mal tourné. Vous faire assez peur pour que vous restiez à votre place. J'ai écouté. Mon expression illisible. C'était le récit que j'attendais. Le motif froid et transactionnel d'un voyou à gages. Alors, je vous ai filé pendant quelques jours, a-t-il continué, faisant tournoyer le whisky dans son verre. J'ai observé votre routine. J'ai attendu le bon moment, le bon endroit. Cette nuit-là sur Riley Road. C'était parfait. Sombre, désert. Il a fait une pause, baissant les yeux dans son verre comme si les réponses flottaient dans la glace. Mais pendant que je vous observais, j'ai vu quelque chose. La façon dont vous vous teniez, l'autocollant sur votre voiture pour la 82e aéroportée. J'ai vérifié vos plaques, découvert que vous étiez un officier stationné à Liberty. Il a levé les yeux vers moi à nouveau, et pour la première fois, j'ai vu autre chose que de la fatigue dans ses yeux. C'était une lueur d'un code oublié depuis longtemps. Il y a des règles, a-t-il dit, sa voix basse et ferme. Même pour des gars comme moi, j'ai fait beaucoup de choses dans le corps dont je ne suis pas fier. Mais nous avons un code. Nous ne faisons pas ça au nôtre. L'air dans mes poumons s'est glacé. Je l'ai fixé, essayant d'assimiler ses paroles. Il a lâché un rire court et amer. Il vous voulait hors du tableau, l'a rendu très clair. Mais je ne pouvais pas le faire. Le moment où j'ai vu le laser sur votre voiture, que je vous ai vu réagir comme un soldat, pas comme un civil. Je n'ai pas pu presser la détente. Pas pour de vrai. Il a pris une dernière gorgée de son whisky et a posé le verre avec un clic décisif. Alors, j'ai visé un pouce trop haut. Le premier tir était pour le pare-brise, pour vous faire peur. Le second était pour le bloc moteur, pour neutraliser le véhicule. Je suis un tireur d'élite éclaireur des marines, lieutenant. Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez morte. Il s'est penché en avant, ses yeux me transperçant. Je suis peut-être une ordure, mais je ne suis pas le genre d'ordure qui met une balle dans un soldat en service actif sur le sol américain. Richard Hale l'est. J'étais stupéfaite au point d'en rester muette. Ma survie n'avait pas été de la chance. Cela avait été un choix. Son choix.
Le fondement même de ma mission, construit sur l'idée d'un tueur brutal et aléatoire, venait de s'effondrer. Cet homme n'était pas un monstre. Ce n'était qu'un soldat brisé avec une dernière ligne qu'il ne voulait pas franchir. Mon esprit s'est emballé, recalibrant les choses. Les paramètres de la mission avaient changé, mais l'objectif restait le même. Ma main est allée dans ma poche et en est ressortie avec un petit dictaphone numérique. Je l'ai placé sur la table, sa petite lumière rouge clignotant dans la pénombre. Il semblait plus lourd qu'une grenade. Répétez-le, ai-je dit, ma voix étant un ordre calme. Répétez-le en entier. Dites que Richard et il vous a engagé pour me tirer dessus. Un long silence s'est étiré entre nous, chargé du poids de sa décision. Il m'a regardé, une femme qu'il avait été payée pour tuer. Il a regardé l'enregistreur, un appareil qui pourrait l'envoyer en prison pour des années. Et puis il a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Il a fait un léger, presque imperceptible signe de tête. Il en avait fini de fuir. Il a tendu la main, pris l'enregistreur et l'a tenu près de sa bouche. Sa voix était claire, ferme et dépourvue de toute émotion. Une confession formelle. Je m'appelle Clint Mercer, sergent-chef à la retraite. Corps des Marines des États-Unis. J'ai été engagé par le sergent-chef de l'armée à la retraite Richard Hill pour la somme de 12 000 €. Mes instructions étaient de tendre une embuscade et de tirer sur le premier lieutenant Gracie Palmer dans la nuit du 14 octobre. Il a replacé l'enregistreur sur la table. Je l'ai pris, mes doigts se refermant sur le métal froid. Je me suis levé, ma chaise raclant doucement contre le sol. Je n'ai pas dit merci. Je n'ai rien dit du tout. La transaction était terminée. Je me suis tourné et je suis sorti du Rusted Barrel, laissant Clint Mercer seul avec ses fantômes et son verre vide. Alors que l'air frais de la nuit du Tennessee frappait mon visage, je serrais l'enregistreur dans ma main. Le trajet de retour du Tennessee a été l'inverse du trajet aller. Je n'étais plus un soldat en mission. J'étais un coursier transportant la munition la plus volatile de ma vie. Le petit enregistreur numérique reposait sur le siège passager, un poids froid et lourd de conséquences. Chaque kilomètre qui passait, chaque paire de phares dans mon rétroviseur faisait se contracter les muscles de mon cou. Je ne me suis détendu que lorsque j'ai été de retour à l'intérieur du périmètre de sécurité de Fort Liberty. Je n'ai pas perdu une seconde. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau du CID, l'enregistreur à la main, et j'ai demandé une rencontre avec le capitaine Foster et les enquêteurs principaux. Le changement d'ambiance dans la pièce était palpable. Quand j'étais parti, j'étais une personne d'intérêt, une balle perdue potentielle. Lorsque je suis revenu avec une confession complète d'un homme de main, je suis devenu leur témoin vedette. Je me suis assise dans la même salle d'interrogatoire stérile, mais cette fois-ci, c'était moi qui avais le contrôle. J'ai posé l'enregistreur sur la table en métal et j'ai appuyé sur lecture. La pièce était silencieuse tandis que la voix rocailleuse de Clint Mercer remplissait l'espace, confessant chaque détail avec une précision froide et claire. Les enquêteurs qui m'avaient regardé avec suspicion se regardaient maintenant avec de grands yeux. Le capitaine Foster, appuyé contre le mur, m'a fait un signe de tête unique et lent. Il m'avait cru dès le début. L'enregistrement a été authentifié en quelques heures. Étant donné que Mercer était dans le Tennessee et Richard en Caroline du Nord, l'affaire franchissait les frontières de l'État, déclenchant automatiquement l'intervention du FBI. Le plan qui a pris forme au cours des jours suivants ne concernait pas seulement une arrestation. Il s'agissait de démanteler un mythe. Nous n'allions pas seulement mettre Richard Hill en prison. Nous allions le faire sur la scène la plus grandiose qu'il se soit jamais construite. Nous allions exécuter une démolition publique de son honneur. Un calme froid et chirurgical s'est installé en moi. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle. La rage s'était refroidie, forgée en quelque chose de plus dur, de plus aiguisé. Il s'agissait de justice. Le genre de justice claire et sans ambiguïté que Richard avait toujours prêché, mais jamais pratiqué. Le gala annuel du mémorial des vétérans de Wilmington était le plus grand événement du calendrier social de la ville, tenu dans la salle de bal historique de l'hôtel de ville. C'était une mer d'uniformes de cérémonie, de robes élégantes et de politiciens locaux. Des drapeaux américains flanquaient une grande scène où une série d'orateurs devait rendre hommage aux héros de la nation. Et ce soir-là, l'invité d'honneur, le récipiendaire du prix annuel Patriot Service Award, était le sergent-chef Richard Hill. Je me tenais au fond de la salle bondée, flanqué du capitaine Foster et de 2 agents du FBI au visage impassible, vêtus de costumes sombres.
Je l'ai regardé monter sur scène sous une standing ovation. Il était dans son élément, vêtu d'un costume bleu marine chair, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, un sourire confiant et humble plaqué sur le visage. Il ressemblait en tout point au pilier de la communauté qu'il prétendait être. Mes yeux ont balayé le premier rang et je l'ai vu. Ma mère, Evelyne, rayonnante d'une fierté qui était presque aveuglante. Elle le regardait comme elle ne m'avait jamais regardé, avec une adoration pure et sans mélange. Cette vue m'a envoyé une vague de nausée si profonde que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour me stabiliser. Mais cela ne m'a pas affaibli. C'était comme une dernière injection de détermination. C'était pour la jeune fille dont il avait brûlé la photo du père. Pour l'étudiante dont il avait anéanti les rêves. Pour le soldat qu'il avait laissé pour mort. Richard s'est approché du podium, tapotant le microphone. « Merci », a-t-il commencé, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. « Je suis vraiment touché. Mais cet honneur ne m'appartient pas. Il appartient à chaque homme et à chaque femme qui a un jour porté l'uniforme. Il appartient aux idéaux pour lesquels nous nous battons, l'honneur, la discipline, le sacrifice. » Il a parlé pendant 10 minutes, tissant une toile de mensonges sur son service, sur son engagement envers la communauté, sur la confiance sacrée qui unit les soldats entre eux. À chaque mot, ma résolution se durcissait. Parce qu'en fin de compte, a-t-il dit, amorçant son grand final, sa voix s'élevant avec une émotion théâtrale. C'est ce qui nous définit, non pas nos mots, mais nos actions. C'est le courage de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Et à ce moment précis, les lumières de la salle se sont atténuées pour devenir une douce lueur. Un murmure confus a parcouru l'auditoire. Richard s'est interrompu, clignant des yeux dans le crépuscule soudain des lumières de la scène. Un seul crépitement net est sorti de la sonorisation. La pièce est tombée dans un silence soudain et expectant. Et puis une nouvelle voix a rempli la salle. Une voix qui n'était pas celle de Richard. Elle était froide, claire et amplifiée. La voix d'un fantôme. Je m'appelle Clint Mercer, sergent-chef à la retraite, corps des marines des États-Unis. Une exclamation collective a parcouru la pièce. Les gens regardaient autour d'eux, confus. Sur scène, le sourire confiant de Richard s'est figé. La voix a continué, chaque mot étant un coup de marteau. J'ai été engagé par le sergent-chef de l'armée à la retraite Richard Hill pour la somme de 12 000 €. Mes instructions étaient de tendre une embuscade et de tirer sur le premier lieutenant Gracie Palmer dans la nuit du 14 octobre. Le silence a été brisé. Une vague de cris choqués et de chuchotements horrifiés a éclaté. J'ai vu le visage de ma mère, son sourire fier s'effondrant pour devenir un masque d'horreur pur et incompréhensible. Sur scène, le masque de Richard Hill était tombé. Son visage, pris dans la lumière crue du projecteur, était une contorsion d'incrédulité, puis de panique, puis de rage pure et grondante. Il regardait follement dans les coulisses, cherchant quelqu'un à blâmer, quelqu'un à contrôler. Mais plus personne ne le regardait. Il regardait la vérité. Les lumières de la salle se sont rallumées d'un coup sec, inondant la pièce d'une lumière brutale et impitoyable. Le capitaine Foster et les 2 agents du FBI ont commencé à bouger, marchant calmement mais avec détermination dans l'allée centrale. La foule s'est écartée pour eux comme la mer Rouge. Ils ont monté les marches de la scène. « Richard Hill », a dit le capitaine Foster, sa voix résonnant dans la salle de bal sans microphone, une voix de commandement qui tranchait le chaos. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre. »« C'est de la folie. »« Un mensonge », a hurlé Richard, sa voix n'étant plus qu'un cri pathétique et aigu. Il s'est précipité vers le microphone du podium, mais un des agents lui a attrapé le bras, le tordant dans son dos avec une efficacité bien rodée. Le clic des menottes a été bruyant dans le silence soudain. Il continuait de délirer, de tout nier. Un animal acculé crachant du venin. Mais ces mots n'avaient aucun sens. Son pouvoir avait été vaporisé. Personne ne l'écoutait. Et puis j'ai commencé à marcher. La foule, qui avait été un mur de corps, s'est maintenant écartée, me créant un chemin. J'ai descendu l'allée, mes bottes claquant doucement sur le sol poli. J'ai marché jusqu'au pied de la scène et je me suis arrêté. Il m'a vu. Alors qu'il l'emmenait, ses yeux frénétiques se sont fixés sur les miens. La rage s'est arrêtée. Toutes les fanfaronnades, tous les mensonges, tout le pouvoir qu'il avait exercé sur moi pendant 2 décennies, sont morts à ce moment précis. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Je me suis juste tenu là.
Mon uniforme, impeccable et propre. Mon visage, calme et illisible. La légère ligne argentée de la cicatrice sur ma joue, un témoignage permanent de son échec. Le procès, lorsqu'il a eu lieu, a été un anticlimax. Avec les aveux enregistrés de Clint Mercer, la montagne de preuves financières de l'opération Palmer, et Mercer lui-même témoignant pour une réduction de peine, Richard n'avait aucune chance. Le processus judiciaire a été rapide, efficace et impersonnel. Il a été reconnu coupable et s'est vu infliger une peine qui lui garantirait de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Je n'ai été appelé à la barre qu'une seule fois. Je suis entré dans le palais de justice du comté de New Hanover, non pas dans mon uniforme de cérémonie, mais dans un simple chemisier civil et un pantalon. Je l'ai vu assis à la table des accusés, l'air plus petit et plus vieux dans son costume mal taillé. Le monstre de mes souvenirs avait été remplacé par un vieil homme pathétique et désespéré. J'ai répondu aux questions du procureur calmement et clairement. J'ai raconté les événements de cette nuit sur Riley Road avec la précision détachée d'un rapport de fin de mission. Je n'ai jamais regardé Richard, non pas par peur, mais par un vide profond et total. Il n'était plus une variable dans l'équation de ma vie. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. La rage, la peur, les décennies de douleur, tout cela avait été remplacé par un néant tranquille et stérile. Ce n'était qu'un homme qui allait en prison. Mon rôle dans son histoire était terminé. Plusieurs mois plus tard, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres sur la base. J'ai immédiatement reconnu l'écriture élégante de ma mère, tout en boucle, sur l'enveloppe. Elle était épaisse, lourde du poids des mots non dits. Je l'ai ramenée dans mon appartement et je me suis assise avec elle un long moment avant de l'ouvrir. Elle faisait une douzaine de pages, remplies d'excuses, de regrets et d'explications que je n'avais plus besoin d'entendre. Elle écrivait sur sa peur, sa faiblesse, son amour pour moi qui s'était perdu quelque part en cours de route. Je l'ai lu une fois, du début à la fin. Je me suis autorisé à ressentir le faible écho de la petite fille qui avait si désespérément voulu que sa mère la choisisse. J'ai reconnu ce fantôme, puis je l'ai laissé partir. Le lendemain matin, j'ai pris la lettre avec moi sur le terrain d'entraînement physique de la base. C'était l'endroit où j'avais transpiré et saigné, et poussé mon corps à ses limites absolues. L'endroit où j'avais forgé la femme que j'étais maintenant. Le soleil commençait tout juste à réchauffer l'air de la Caroline. J'ai trouvé un endroit sur la piste de gravier, j'ai sorti mon briquet et j'ai touché la flamme sur le coin de la première page. J'ai regardé le feu consumer ces mots, transformant l'écriture élégante en cendre noire et recroquevillée. La fumée a dérivé dans le ciel bleu clair et a disparu. Ce n'était pas un acte de haine. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était une libération, une cérémonie de lâcher prise. À ce moment-là, en regardant la dernière page de la lettre se transformer en poussière, je lui ai pardonné. Non pas parce qu'elle le méritait, et non pas pour que nous puissions un jour redevenir ce que nous étions. Je lui ai pardonné parce que je méritais d'être libre du fardeau de porter cette colère pour le reste de ma vie. Je lâchais l'ancre pour pouvoir enfin naviguer. Mon histoire, comme cela arrive souvent dans la communauté militaire très soudée, s'était répandue. Pas les détails dignes des tabloïds, mais son essence, un officier qui avait fait face à une trahison inimaginable et avait utilisé sa formation et son intelligence pour traduire le coupable en justice. Le capitaine Foster a vu quelque chose dans mon parcours. Il n'a pas seulement vu une survivante, mais une leader dont l'expérience pouvait être transformée en un outil pour aider les autres. Il m'a appelé dans son bureau un jour et m'a donné une nouvelle mission. L'armée, a-t-il expliqué, cherchait de nouvelles façons de gérer les traumatismes dans ses rangs. Non seulement les blessures visibles du combat, mais les cicatrices invisibles que tant de soldats portaient. Il m'a chargé de développer un programme de mentorat par les pairs, un nouveau type de formation pour les soldats qui luttent pour retrouver leur marque après un événement traumatisant. Je l'ai nommé The Second Tour, le deuxième déploiement. C'était une chance pour les soldats de recommencer, de redéfinir leur service après que leur premier déploiement et qu'il s'agisse d'un déploiement au combat ou d'une bataille personnelle les ait laissés blessés. En m'appuyant sur les principes de courage et de vulnérabilité que j'avais appris de Brené Brown, et en les combinant avec la structure et la discipline de la doctrine militaire, j'ai construit un programme de toutes pièces. J'ai appris aux autres soldats que leurs cicatrices n'étaient pas un signe de faiblesse. Elles étaient la preuve qu'ils avaient survécu. Nous avons travaillé sur la transformation de la douleur en objectif, sur la compréhension du fait que la vraie force ne consistait pas à être incassable, mais à avoir le courage de se reconstruire. Ce qui m'amène à aujourd'hui. Le ciel commence tout juste à rougir aux premières lueurs de l'aube sur Fort Liberty.
L'air est frais et vif. À ma gauche et à ma droite se trouve une formation de jeunes soldats. Leur respiration donne une cadence régulière et rythmée. Nos bottes frappent le trottoir à l'unisson parfait, un battement de tambour vivant dans le matin calme. Nous courons sur Riley Road. Ce tronçon de route qui était autrefois le décor de mon heure la plus sombre n'est plus aujourd'hui qu'une route. Il n'y a pas de fantôme ici. Pas d'ombre de peur persistante. Il n'y a que le soleil levant, la sensation des corps forts et capables qui se déplacent autour de moi, et le son de ma propre voix, claire et puissante, annonçant la cadence, gauche, 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 droite, gauche. Ils font écho à mon appel, leur voix forte et unifiée. Je ne suis plus la victime traquée. Je ne suis plus la survivante qui fuit son passé. Je suis une leader, une guérisseuse et une soldate qui a enfin trouvé sa véritable mission. Il ne s'agissait pas de fuir les ténèbres. Il s'agissait d'apprendre à les traverser, puis de faire demi-tour et de guider les autres vers la lumière. Mon histoire a commencé sur une route sombre, mais elle se termine ici, dans la lumière, avec une mission dont je ne savais pas que j'avais besoin. Cette route m'a appris que la survie ne consiste pas seulement à traverser la bataille. Il s'agit de ce que l'on fait avec les cicatrices par la suite. Chacun de nous a sa propre Riley Road, un moment qui teste ses limites. Mon deuxième déploiement ne fait que commencer, et je veux que cette chaîne soit un lieu pour nous tous, les survivants. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, et dans les commentaires, partagez un mot qui décrit votre propre force. Votre histoire compte.